Bonjour tout le monde et re-bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Audrey et je suis, comme d'habitude, avec la charmante Catherine. Catherine, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ah, ça va bien, ça va bien. Alors, aujourd'hui, si je comprends bien, tu veux nous raconter une histoire pas mal collante, n'est-ce pas? Oh yes, je vais raconter une histoire qui parle d'arbres, de camions et d'argent. Oh! Ce sont mes indices de la journée. Oh, comment va-t-on relier ces choses? C'est la question qu'on se pose. Oh, j'ai hâte de t'entendre, mais sinon, en attendant, est-ce que tu as un café à nous recommander? Oui, ok. Moi, j'ai un café très très commercial à vous recommander parce que je veux penser à nos auditeurs et auditrices qui achètent leur café à l'épicerie, comme des gens normaux de la populace, comme moi, ok? Moi, j'achète du café pour ma machine à espresso à l'épicerie. C'est du café Lavazza. Et moi, j'aime beaucoup le Lavazza Crema e Gusto, qui est un espresso qui est un peu fruité, très très crémeux, avec une belle mousse, et qui n'est pas très très acide. En tout cas, sur le site, ça dit que c'est très acide, mais je suis pas d'accord pantoute. Moi, je trouve ça très bon. Voilà. Fait que si vous avez une machine à espresso, je vous recommande le Crema e Gusto de la marque Lavazza. C'est bon, hein? C'est mon Duolingo qui me permet de parler bien de même. Le hibou de Duolingo n'aura jamais été aussi fier. Ah, il fait des flips arrière, il est comme « Yeah, yeah, yeah! » Et d'ailleurs, j'ai un message pour vous, chers auditeurs, de la part du hibou Duolingo. Allez pratiquer votre espagnol! Oui, c'est ça! Avant qu'il vous fasse des menaces. Vous pouvez pratiquer votre espagnol en nous écoutant. Hein? C'est pas impossible. Non, les deux se font en même temps. Mais il n'y a pas vraiment de truc en espagnol, par exemple, dans le cours. Le cas d'aujourd'hui, c'est un truc très, très québécois. Alors, Catherine, de quel cas veux-tu nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je veux vous parler du grand vol de sirop d'érable de 2012, qui est aussi connu sous le nom de Great Maple Syrup Heist, parce qu'on n'est pas sûr exactement combien de vols de sirop d'érable qu'il y a eu dans l'histoire du sirop d'érable, mais en tout cas, celui-là, ça a été le plus gros. Bon. Oh my god! Oh my god. C'est drôle, parce que je viens de penser, parce qu'on est un podcast de crime et on parle aussi de café, mais je viens de me rappeler que mon copain avait été en voyage à Vancouver il y a quelques années, puis il avait été dans un café, et tu sais, on connaît le café Americano, qui est un espresso allongé, et à ce café-là, on servait des Canadianos. Oh! Veux-tu savoir ce que c'était, le Canadiano? C'est quoi? Est-ce que je vais aimer ça? C'était un espresso allongé avec une shot de sirop d'érable. Oh, ça doit être bon! Oh, j'aime ça qu'on ait cette réputation-là. Mais en même temps, je me dis comme, il y a des gens qui mettent du miel dans leur café. Ouais. Alors, pourquoi pas du sirop d'érable? Pourquoi pas, hein? C'est la version végane. C'est la version végane, effectivement. Yes! Donc aujourd'hui, je vais vous parler du grand vol de sirop d'érable de 2012. Oh my god. Si vous écoutez la série télé Dirty Money, qui est une série documentaire sur Netflix, vous avez peut-être déjà vu un épisode là-dessus. Vous avez un épisode consacré au Great Maple Syrup Heist. Et c'est vraiment génial parce que notre sirop, bien de chez nous, est mentionné sur Netflix. On est devenus des stars internationales grâce au sirop d'érable, yes! Pas de sirop de poteau, du vrai sirop du Québec. Du vrai sirop du Québec, yes! Et là, les Américains vont enfin savoir on est qui. Et donc c'est ça, c'est une joke, ils savent déjà on est qui parce qu'ils rient de nous parce qu'on parle français. C'est ça. J'ai des jokes politiques dans cet épisode. Moi je suis all for it parce que de toute façon le sirop d'érable du Québec il est meilleur que le sirop d'érable du Vermont. Fin. Ouais, en tout cas, ça, on va pouvoir en reparler parce que justement, mes sources, c'est cet épisode justement de Dirty Money consacré au vol de sirop d'érable, mais aussi un article qui a été écrit et publié dans le Vanity Fair. C'est écrit par un journaliste américain qui a fait un reportage sur le vol de sirop d'érable et son article était assez insultant à l'égard des Canadiens. Moi, j'aime bien rire de moi-même et rire du Canada. Ça, je suis très ouverte à ça, tu sais, c'est de l'humour, c'est de fun. Mais, ouais, non, ce monsieur-là, il y avait des...
des opinions un petit peu controversées par rapport au Québec et au sirop d'érable, et c'était comme, j'ai trouvé ça un peu désagréable comme lecture, fait qu'on va pas reparler de ça Hey, plus tard dans arrête de l'histoire. rire de ma ceinture fluffy! C'est même pas ça, pour vrai. Tu vas voir, c'est absurde. À la fin de l'épisode, si vous toffez jusqu'à la fin, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai fait une compilation des pires citations de l'article du Vanity Fair. Oh, c'est vraiment quelque chose. Oh, j'ai hâte de les entendre. Ah ouais, Mais attachez moi, votre sucre avec la broche. J'ai pas peur de rire des gens du Vermont. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils viennent me donner des claques avec leurs mains dans des mitaines avec des motifs funky? Ça fait pas mal. Ils vont venir me montrer leurs bas dans leurs sandales. Aussi, oui. Ils vont me donner des coups avec leur sac du NPR. Est-ce que tu es prêt, Audrey? Est-ce que je mette un peu de crème dans ton café? Oh, j'ai une grosse tasse et elle est prête à recevoir un peu de crème. Super. Alors, on commence. Je vous parle donc du grand vol d'érable de 2012. Alors, vous le savez comme moi, le sirop d'érable, c'est une véritable fierté québécoise, oui, au même titre que la poutine. Pour les Français qui nous écoutent, vous pouvez mélanger les deux. Oui, mettez un bon filet de sirop d'érable sur votre poutine, ça va être malade. Effectivement. Vous allez être malade aussi, mais pour des raisons qui n'ont pas rapport. Donc, c'est ça, nos fiertés au Québec, nous avons la poutine et le sirop d'érable, et aussi plein d'autres fiertés, mais tu sais, l'affaire, c'est que le sirop d'érable, comparativement à la poutine, c'est une industrie qui est très lucrative. Et il y a de l'argent à faire dans la poutine au Québec, c'est sûr, mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de vol de poutine. Et ça pourrait être trop graisseux. C'est un petit peu trop graisseux, mais par exemple, il y a eu un grand vol, très important vol de sirop d'érable auprès de la réserve fédérale, la réserve de sirop d'érable, elle est pas fédérale, elle est juste à nous. Auprès de la réserve de sirop d'érable. C'est juste à nous, c'est pas au fédéral. Vancouver, manger de la chenille. Oui, manger de la chenille. Alors, le sirop d'érable est, comme vous l'aurez peut-être remarqué, un produit qui se vend excessivement cher quand on compare au sirop de poteau, comme le sirop habitant. C'est qui le psychopathe qui mange du sirop de poteau? Franchement. Moi, j'ai grandi sur le sirop de poteau. Je suis pas la bonne personne pour parler du sirop d'érable. Mais en même temps, peut-être que je suis moins biaisée, puis c'est pour ça que je suis la meilleure personne pour parler de cette histoire. Parce que t'as goûté les deux. Mais moi, dans ma famille, il y a une cabane à sucre. Mon oncle Timé, mon oncle. Oh mon Dieu. Jamais! Mon oncle Timé. J'ai sa cabane à sucre. Il faut se rendre en 4 roues parce que des fois, le terrain, il défonce. Oh! Alors oui, il y a une cabane à sucre dans ma famille. Ça fait longtemps que j'ai pas été, malheureusement, parce que moi, les oreilles de Chris, j'aime pas ça tant que ça. En passant, c'est quoi des oreilles de Chris? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer? Est-ce que je veux savoir c'est quoi des oreilles de Chris? Ah, ok, c'est pas. moi, pas te le dire, d'abord. Ok. Alors, donc, on sait que le sirop d'érable, ça se vend à des prix très élevés comparativement au sirop de poteau, donc les autres sortes de sirop qui sont produits avec juste du sucre et pas de l'érable. Et la raison pour laquelle le sirop d'érable se vend aussi cher, c'est à cause de la FPAQ, la Fédération des producteurs et productrices acéricoles du Québec. La sériculture, c'est l'exploitation des érables à sucre, comme ton mononcle Timé. Yeah. Voilà. C'est un acériculteur. Alors, si on remonte dans le temps pour faire une petite histoire du sirop d'érable, ben pendant longtemps, n'importe quel monsieur, madame, tout le monde pouvait faire du sirop d'érable à partir des érables dans leur backyard, sans devoir de compte à personne. Le problème, c'est que c'était une business qui n'était pas particulièrement lucrative, parce qu'elle n'était pas particulièrement bien organisée ou balisée. Donc, le prix de vente dépendait de la qualité du sirop d'érable dans la saison et de la quantité produite, mais aussi de la demande. Et tout ça, ça dépend de beaucoup de choses, dont les températures de la saison, puis ouais, c'est ça. Fait que si on a eu un mauvais hiver, ou si on a eu un hiver très froid, tout ça, ça va influencer la quantité et la qualité du sirop d'érable qui est produit. Et l'offre sur le marché, elle est relativement stable, fait que ça va changer les prix, parce qu'une année, on va avoir beaucoup de sirop d'érable, une autre année, on n'en aura pas beaucoup, puis les prix vont fluctuer en fonction de ça. Logiquement. Tout le monde pouvait faire du sirop d'érable dans son backyard, et à cause de ce marché plein de fluctuations, c'était difficile de devenir bien riche en faisant de la sériculture, ou du moins d'en vivre. Tout ça a changé en 1966 avec la fondation de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, la FPAQ, que je dis toujours tout croche parce que c'est trop de lettres pour moi. C'est complexe. Alors, la FPAQ, c'était un petit regroupement qui agissait un peu comme un syndicat et était affilié à l'Union des producteurs agricoles du Québec. Le principe de base était de baliser la production de sirop d'érable pour établir des standards de production, pour créer un produit dont la qualité serait reconnue à l'international, oui, et protéger les intérêts économiques des travailleurs du milieu. Donc, 3 objectifs très nobles. Très nobles. Tout ça a été fait à travers 2 méthodes.
la FPAQ a établi des quotas de production et des méthodes de contrôle. Contrôle de la qualité, contrôle de la quantité. Alors, les mesures de la Fédération sont resserrées aux alentours de l'an 2000, entre comme 2000 et 2005, et à partir de ce moment-là, le prix du sirop d'érable, il augmente de manière drastique, parce que la Fédération resserre ses quotas. Okay. Alors, ce qui se passe, je crois que je vais l'expliquer plus tard dans l'épisode, mais au risque de me répéter, je vais l'expliquer maintenant. Lorsque tu es un producteur acéricole, tu produis ton sirop d'érable et tu dois fournir le sirop d'érable que tu produis à la Fédération qui devient le revendeur principal. Ok, fait que c'est un middleman. C'est un middleman. Tu peux pas vendre ton produit, ton sirop d'érable à n'importe qui. Il faut que tu le vendes à la Fédération et la Fédération va le revendre. Okay. La Fédération t'impose des quotas de production. Fait que, par exemple, tu as le droit de produire, mettons, 5000 gallons de sirop d'érable par année. C'est beaucoup de sirop d'érable. C'est beaucoup de sirop d'érable. Si tu produis plus de sirop d'érable que ça, tu le vends à la Fédération et la Fédération le garde en réserve. Oh! OK. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'ils réussissent à contrôler. Les quotas qui sont resserrés, c'est justement ces quotas-là. Donc, à partir de 2000 à 2005, là, dans certains articles, j'ai vu 2004, mais à partir de ces années-là, la Fédération impose des quotas qui sont plus stricts. Par exemple, au lieu de nous fournir 5000 gallons, tu vas nous en fournir 3000. Mais, puisque la demande est la même, ben, ça fait qu'il y a moins de sirop d'érable qui est disponible et que les prix augmentent. Voilà. Ah. C'est pour ça que le sirop d'érable coûte très, très cher. C'est donc bien pratique, ça! C'est très... d'un point de vue économique, c'est très, très pratique. Et pour la sécurité d'emploi aussi, on va en reparler. Donc, la fondation de la FPAQ et les mesures de la FPAQ ont plein de conséquences positives, dont le fait de générer de l'emploi, d'assurer l'avenir du milieu acéricole au Québec et de nous donner la réputation de gens qui mangent du sirop d'érable tout le temps comme des craqués mentaux. Where's the lie? Where is the lie? I ask you. Alors, si on récapitule, la FPAQ exerce un contrôle sur la production et la distribution du sirop d'érable, avec les quotas, mais aussi en imposant des sanctions. Par exemple, si tu ne veux pas fournir ton sirop à la Fédération, ben la Fédération va te donner des amendes, des incitatifs à vendre à travers eux. Oh mon Dieu, la police du sirop d'érable! Yes! Donc, ils vont t'imposer des sanctions et tout ça, c'est pour éviter d'alimenter le marché noir du sirop d'érable. Il y a un marché noir du sirop d'érable! Je sais, je savais que t'allais aimer ça. Oh my god, c'est fou! Il y a un marché noir du sirop d'érable. Sticky fingers! C'est incroyable, c'est pareil comme Star Wars. Fait qu'il y a un marché noir parce qu'il y a des gens qui sont pro-fédération et des gens qui sont anti-fédération, qui sont des rebelles. Voyons donc! C'est les rebelles du sirop d'érable! Donc, les arguments pro, bien sûr, on aime la structure, il y a toute une sécurité et une stabilité qui est liée à ça, puis ça aide les acériculteurs à en faire un métier, à faire juste ça, puis à vivre de ça, puis vivre de manière confortable, tu sais. Et les arguments en contre, c'est que les rebelles veulent un marché libre. Les rebelles n'aiment pas le contrôle. Free market. Ils n'aiment pas le contrôle de la Fédération et n'aiment pas cette idée-là. On va y revenir plus tard, mais il y a des gens qui comparent ça à comme le communisme, puis c'est assez amusant. C'est bien intéressant. Wow, donc, le communiste du sirop d'érable. À cause de la présence de la Fédération, dans le milieu acéricole, il y a des guéguerres de pouvoir à l'interne. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui ont créé un marché illicite de vente de sirop d'érable, le marché noir du sirop d'érable. Oh my god, j'espère que c'est genre sur un quai, dans le vieux port, pis là, faut comme que tu connaisses le mot de passe. C'est quasiment ça, tu vas voir, pour vrai. On va entrer là-dedans. Oh yes! Oh yeah! Ok, alors ici, je vais faire une petite tangente pour vous parler de la lutte des acériculteurs rebelles contre la FPAQ. Okay. La lutte dans le sirop. La lutte dans le sirop, c'est comme la lutte dans la boîte, mais ça colle plus. Comme la lutte dans le jello. Je le tends de partout, 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 partout. Je sais pas s'il y a un marché noir du jello. Oh my god. Ça serait tellement le fun. Ça serait tellement drôle. Puis là, ils se croisent là, avec les revendeurs de sirop d'érable. Puis là, ils se font des regards de « je dis rien si tu dis rien ». Ouais, c'est ça. Alors, comme je viens de dire, il y a des gens qui ne sont pas contents par rapport aux mesures de la FPAQ et qui n'aiment pas le contrôle que la Fédération exerce sur le milieu de la sériculture. Ils ne jouent pas selon les règles. Non, eux ne veulent pas jouer selon les règles. Et justement, selon la FPAQ, les mesures de la Fédération limitent grandement les faillites et les périls financiers dans le milieu de la sériculture. Ça rend ça plus sécuritaire, tu sais. Les gens peuvent make a living avec le sirop d'érable, tu sais.
Et est-ce que c'est vrai, ça, ou est-ce que c'est juste la propagande de la Fédération? La propagande de la Fédération! C'est plein de théories de complot, cette histoire-là, pour vrai, là. Oh my god! Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, on le saura jamais vraiment, mais on sait qu'il existe une faction d'acériculteurs qui, eux, refusent de faire affaire avec la Fédération. C'est, oublie ça, là, ta sécurité, ça m'intéresse pas. Moi, je veux un free market. Moi, je veux une motocyclette et un jacket en cuir. Je suis un rebelle. La queen des rebelles s'appelle... C'est la queen non officielle des rebelles. Elle s'appelle Angèle Grenier. Oh my god! Je suis tellement contente! C'est comme la série sur Netflix espagnole, là, La Reine du Sud, ou quelque chose comme ça, là, pis c'est comme une cartelle. Parce que, oh my god! On a la cartelle du sirop d'érable! C'est Angèle! Alors, Angèle Grenier, elle est porte-parole non officielle de cette faction-là, des gens qui sont contre la Fédération, et elle dit que la Fédération veut leur enlever leur liberté et leur faire faillite, justement. Oh my god! Oh my god! Mais ici, l'affaire qui était assez intéressante à constater en regardant le documentaire de Dirty Money, c'est que la faillite et les problèmes financiers d'Angèle ne sont pas liés au quota de la Fédération, mais plutôt aux sanctions qu'elle reçoit parce que Angèle refuse de faire affaire avec la Fédération, fait que la Fédération lui donne des amendes très très salées. Ok, mais Angèle, that sounds like a you problem. It does sound like... Ok, je suis contente que je suis pas la seule qui a tiré cette conclusion-là, parce que c'est ça que je me disais en écoutant le documentaire. C'est comme, mais tu ferais pas faillite si... Tu sais, si tu faisais affaire avec la Fédération, ils t'auraient pas donné une amende de 50 000 $. Oui, mais Angèle, c'est une pirate! Mais encore là, peut-être que c'est du fascisme! C'est du fascisme de merde! C'est ça, la FPAQ, peut-être que c'est des fascistes de merde comme George Abitbol. On sait pas. George Abitbol, c'est l'homme le plus classe du monde! Fait que là, Angèle, elle dit qu'elle a perdu toutes ses économies qu'elle avait pour sa retraite parce qu'elle a reçu des amendes de la Fédération, dont une amende de 50 000 $. Elle conteste l'amende en cours et la cour tranche « Non, tu dois payer ton amende parce que tu fais pas affaire avec la Fédération. » Ben, moi aussi, c'est Ça comme... s'appelle un monopole. Je veux pouvoir conduire à la vitesse que je veux et pourquoi que vous m'avez donné une amende? J'ai fait faillite parce qu'on m'a donné une amende parce que j'ai conduit à la vitesse que je voulais. That sounds like a me problem. Alors, Angèle Grenier, avec son Me Problem, elle n'est pas contente. Elle va dans les médias pour décrire la Fédération avec d'autres rebelles. Mais ce n'est pas tout. Les rebelles du sirop d'érable font aussi de... Je promène à moto! Non, pas tant. Mais ils sont pas si cool que ça, là. On a vraiment une idée, une image mentale vraiment incroyable, mais dans le fond, c'est pas comme Star Wars, là, ok? Ben, en fait, moi, présentement, je suis vraiment comme... Je veux que les frères Coen fassent un film là-dessus, c'est incroyable. Ce serait vraiment intéressant. Mais il paraît qu'il y a un film qui est en production présentement par rapport à ça. Mais on va y revenir plus tard, wait. Angèle et les autres rebelles de la Fédération, ils ne font pas qu'aller dans les médias pour décrire la Fédération, ils font aussi de l'intimidation à l'égard des inspecteurs de la Fédération. God, de l'intimidation! Ils font de l'intimidation. Fait que des fois, il y a un inspecteur qui se pointe pour aller faire une inspection dans une érablière et il va y avoir une espèce de flash mob de 50 personnes qui sont des acériculteurs et acéricultrices pas contents qui viennent l'intimider puis le suivre pendant qu'il essaye d'inspecter l'érablière. Hey! Et ils vont jusqu'à lui faire des menaces physiques qui sont captées sur film, là. Et on peut voir ça dans l'épisode de Dirty Money. Ben voyons donc! Pour vrai. Tu vois un inspecteur qui s'en va dans une érablière, puis il y a comme un gros monsieur qui l'approche, puis il est comme t'aurais intérêt à comme partir d'ici parce que comme on pourrait crever tes pneus. Tu sais, il y a une affaire comme ça, là. Mais c'est sur film! Oui, non, c'est très intense. Fait qu'ils font de l'intimidation à l'égard de la Fédération parce qu'ils sont pas contents de se faire donner les amendes parce qu'ils veulent pas contribuer à la Fédération et au monopole du sirop d'érable. Je pensais que ça allait être un petit peu plus rocambolesque, qu'il y avait genre un filet qui tombe d'un arbre, genre... Non, c'est très bullying de cours d'école. Oh my god! Et encore pire que ça, ils font du vandalisme parce qu'ils sont pas contents. Par rapport à la Fédération. Ça, ce n'est pas prouvé, mais tu sais, en l'an 2000, il y a eu 3 incendies criminels dans des érablières. Les érablières étaient possédées par des gens qui étaient à la tête de la Fédération. Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être pas! Pis là, ça sentait bon dans l'air, par exemple. Oh, ça devait sentir bon! Mais c'est ben, ça, fait que la Fédération sont pas vraiment les good guys de l'histoire parce qu'ils font de l'intimidation et possiblement du vandalisme à l'égard des gens qui sont dans la Fédération. Ben voyons donc! C'est incroyable. Wow! Donc même si je comprends le fait qu'ils veulent se libérer de la FPAQ, tu sais, ils ont le droit de vouloir ça, ça leur appartient, ben Angèle Grenier, dans le documentaire de Dirty Money, elle dit des choses un peu étranges. Et au début, ben je voulais lui donner le bénéfice du doute, mais finalement c'était de mal en pis, et j'ai noté quelques citations pour vous. Oh!
Alors, au début du documentaire, Angèle dit « Je vais vous dire, c'est un cartel. Nous, on dit, c'est comme un régime communiste. Comme un régime de terreur aussi. » Je pense qu'elle a la même compréhension du communisme que, genre, les États-Unis. Quoi? Des soins de santé pour tout le monde? Is this communism? C'est à peu près ça. Une autre affaire qu'elle dit, c'est on a le choix. C'est la fédération ou la liberté. Ben voyons donc! Angèle! Angèle, come on! Fille! Angèle! Les nerfs! Par rapport aux sanctions que la fédération y impose, elle dit aux journalistes je dois vous dire que présentement, c'est comme si j'étais au purgatoire. » Angèle! OK? Angèle! Et une dernière, qui est ma préférée, de très très loin. Elle dit « Ici, au Canada, on décriminalise la drogue, mais on va criminaliser le sirop d'érable. Lequel est plus dangereux pour une personne? » Fait que, comme vous pouvez comprendre que c'est une comparaison qui est un peu douteuse, si on considère le fait qu'il y a probablement jamais personne dans l'histoire des personnes qui est mort d'une overdose de cannabis. Fait qu'on n'est pas en train de décriminaliser l'héroïne et de criminaliser le sirop d'érable, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout ça qui arrive. Angèle, les nerfs! C'est ça. C'est une comparaison un petit peu douteuse. Et ben finalement, Angèle Grenier, je vous rassure, elle n'a absolument rien à voir avec cette histoire. C'est juste que elle était un point marquant dans l'épisode de Dirty Money, puis c'est une figure dissidente dans le milieu de la sériculture. Alors je voulais vous parler d'elle. Voilà. C'est la fin de ma petite tangente. C'est la fédération ou la liberté! C'est la fédération ou la liberté, je vous dis, c'est un cartel, cette affaire. Give me syrup or give me death! Les nerfs! Oh my god! Angèle! Écoute, Angèle, fille! Angèle, je suis sûre, comme fille! Non. Les nerfs! Non. Oh mon dieu, franchement, Bon. Wow! Donc, on est de retour à l'histoire. Ok, oui. Alors, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'argent à faire dans l'industrie du sirop d'érable à cause des restrictions de la FPAQ. Et à cause de ces restrictions-là, ben, le Québec a un quasi-monopole de la production et de la distribution de sirop d'érable dans le monde. Oh my god, international! La FPAQ possède 72% des ressources de sirop d'érable dans le monde entier. Oh wow! Et on la met toute dans la piscine olympique. Yes! Mais c'est ça, ils ont travaillé très très fort pour établir un standard puis construire, tu sais, bâtir notre réputation à l'international et ça a fonctionné. On a 72% des ressources de sirop d'érable dans le monde au Québec. Mais là, j'aurais juste une question pour toi. Je sais pas si tu vas avoir la réponse parce que tu sais, le miel, on a des standards à cause du botulisme. Oui. Mais je me demandais, le sirop d'érable, est-ce qu'il y a un danger en lien avec son entreposage ou sa production? Pas à ce que j'ai compris, non. Mais OK. Ce qui arrive, c'est qu'ils ont des quotas par rapport à la qualité. Et ce qui évalue, c'est le taux de sucre, le pourcentage de sucre dans le sirop d'érable. Okay. Et ça crée une uniformisation de la production. Tout est sucré égal. Tout ce qui est brandé sirop d'érable est à, il me semble que c'est 66% de taux de sucre. Oh. Pour que ce soit du vrai sirop d'érable. Si c'est plus, ça va être transformé pour devenir un autre produit de l'érable. Si c'est moins, ça va être transformé pour être un autre produit de l'érable. C'est ça. Fait qu'il y a une uniformisation pour que le sirop d'érable soit toujours de la même qualité. OK. Ouais. Puis le reste, ça devient des petits cornets. Le reste, ça devient des petits cornets, le beurre d'érable, puis de l'eau d'érable. Oh my god, le beurre d'érable. Je sais. Oh my god. Fait que c'est ça qu'ils font, justement. Fait que ça fait que, tu sais, dans un autre pays, tu peux, mettons, tu sais, comme aux États-Unis ou au Vermont ou whatever, tu peux faire du sirop d'érable, mais comme n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde peut faire du sirop d'érable dans son backyard, puis décider que pour eux, du vrai sirop d'érable, c'est à 70% de sucre. Puis leur voisin va en faire, puis dire non, nous autres, on fait à 60% de sucre. Fait que leur sirop d'érable goûte pas la même chose, a pas la même consistance. Puis ce que la FPAQ a fait avec ses mesures, c'est d'établir justement une uniformisation du produit pour que ce soit toujours bon pareil. Tout le monde est vraiment bon. Le bec égal. C'est du brand recognition, là. C'est une bonne chose. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on a maintenant un quasi-monopole du sirop d'érable. Fait que le reste, c'est de l'eau? Oui, ben c'est comme c'est de l'eau d'érable. Puis l'eau d'érable est à un pourcentage de sucre déjà. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils la font bouillir jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Puis ce qui va rester, c'est le sirop d'érable. OK. Fait que c'est pas qu'ils rajoutent de l'eau dedans. C'est moi qui ai une cabane à sucre, pis c'est moi qui est comme, comment ça marche, cette affaire-là? Puis j'ai regardé un documentaire de 40 minutes, puis maintenant je suis rendue une sommité. T'es une experte. Une experte. Mais là, en plus, c'est que je suis en train de me dire que, je veux pas stouler personne, mais je pense que Timé, il est pas dans la fédération. Oh non. Mais faut pas le dire, ça. On achète des sirops d'érable direct de son congélateur. Oh. Oh, je sais pas s'il y a des dispenses pour ça. Peut-être.
c'est une toute petite érablière, pis comme, il fait vraiment juste vendre à la famille, fait que... Ouais, il est peut-être pas dans la fédération. Mais ça, c'est définitivement le marché noir. On va Oh reparler du mon marché Dieu, noir ma plus tard. famille est dans le marché noir! Timmy! Fais attention aux marines! Alors, 72% des ressources de sirop d'érable dans le monde. Et c'est ça qui permet à la FPAQ de fixer le prix, de réguler le marché du sirop d'érable et de fixer des hauts prix par rapport à d'autres places, d'autres productions. Le prix exorbitant de la cacane de sirop vient aussi du fait que le sirop d'érable a justement la réputation d'être la meilleure sorte de sirop. Oh! Alors, Comme les recettes de Ricardo. Comme les recettes de Ricardo, c'est le sirop d'érable, parenthèse, le meilleur. Le meilleur. Cette réputation-là n'a rien à voir pantoute avec le goût du sirop d'érable ou avec sa qualité. C'est vraiment uniquement lié à son origine. C'est le fait que c'est du sirop d'érable et non pas d'autres sortes de sirop. Et en fait, selon le Vanity Fair, ça viendrait aussi des brillantes campagnes de marketing de la FPAQ qui vantent les mérites du sirop d'érable d'ici comme étant justement une sorte de sirop qui est véritable et naturel, comparativement à d'autres sirops qui sont faits avec du sirop de maïs, du sirop, de la fructose, des trucs comme ça. Et ça salit, volontairement ou non, la réputation des autres compagnies de sirop de fructose, comme par exemple Aunt Jemima, parce qu'on s'entend que l'article du Vanity Fair, c'est écrit par un Américain. Fait que là, lui, il y avait du gros beef avec la Fédération, parce que la Fédération salissait la réputation du sirop Aunt Jemima. En disant que notre sirop il est meilleur parce qu'on le cote pas avec genre... avec de la chenille. Ben, notre sirop il est meilleur parce qu'il est naturel pis il vient des arbres. Pis là, les États-Unis sont comme « Fuck you avec vos affaires santé! » Oh non, l'article de Vanity Fair, c'était complètement fou, là. Fait que bref, la Fédération se bat contre les autres sirops de poteau à coup de campagnes publicitaires mettant de l'avant le sirop d'ici, avec les recettes d'ici et le sirop d'ici. Un petit peu comme les maudites publicités qu'on a ces temps-ci, là, de ces bonbons du dindon. Ma soeur Roxane, elle trouve ça tellement drôle. C'est ça, ou comme le port du Québec. C'est grâce à des campagnes de publicité comme ça qu'on a réussi à bâtir la réputation et la qualité, tu sais, la réputation quant à la qualité du sirop d'érable au Québec. Puis ça fait que ça a comme fidélisé les Québécois. Puis là, nous autres, on a notre sirop d'ici, c'est notre fierté, ha ha ha, voilà. Et le fait est que, c'est ça, il y a un quasi-monopole de la production, et les campagnes de publicité du FPAQ ont fait du sirop d'érable une commodité très, très, très enviable. Et pour que la commodité demeure enviable, ça prend un filet de sûreté. Qu'est-ce qui arriverait si on avait justement un hiver de merde et qu'on n'arrivait plus à produire assez de sirop, les prix grimperaient, ce serait la folie furieuse. La fin du monde. Non, justement, non! Oh! Comme je l'ai mentionné brièvement, la FPAQ a une réserve. Dans la piscine olympique. C'est la réserve nationale de sirop d'érable. Ce n'est pas dans la piscine olympique, c'est dans un entrepôt. Voici comment ça fonctionne, je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, mais au Québec, on a environ 13 500 producteurs de sirop d'érable, et chaque producteur doit envoyer un nombre X de barils de sirop d'érable pour les mettre en vente à la FPAQ, à l'entremise de la FPAQ, à chaque année. Fait que les barils sont inspectés, sont testés et classés par rapport à leur qualité. Certains barils sont mis en vente immédiatement, et le surplus de production de chaque année est entreposé dans la réserve de sirop d'érable. Mm-hmm. Qui est gardé par des messieurs avec des ceintures fléchées. Certainement! Alors, la FPAQ garde une taxe de vente sur chaque baril vendu, ce qui fait que, ça c'est une autre des affaires que les rebelles de la Fédération n'aiment pas, ça fait que ça se peut que tu donnes ton sirop d'érable à la Fédération puis que tu reçoives ton argent très très longtemps après, quand le baril est mis en vie. Oui, exactement, quand le baril est mis en vente. Et ça fait aussi qu'il y a une réserve constante de sirop d'érable au cas où il y a des mauvaises années de production de sirop d'érable pour qu'on soit certain d'être capable de pallier à ces manques-là. Mais la Fédération pourrait pas payer une avance à ses producteurs? Possiblement, mais apparemment ça les intéresse pas. Ah, ok. Ok. Je fais une suggestion comme ça, les gens de la Fédération qui nous écoutent, peut-être payer une avance? Ah, peut-être! Hein? Surtout que ça va se vendre. Je peux vous le garantir, ça va se vendre. Ouais, quand même. Alors, la réserve de sirop d'érable, elle ne se trouve pas dans la piscine olympique, elle se trouve à Laurierville. Oh! C'est où ça? Laurierville, ça se trouve au centre du Québec. Et en temps normal, la réserve peut contenir jusqu'à 7,5 millions de gallons de sirop d'érable. Oh my god! Ça en fait des crêpes! D'une valeur marchande totale de 185 millions de dollars canadiens. Oh my god! Yes! C'est beaucoup! C'est beaucoup! Et c'est de l'argent doré! Et c'est à cet endroit qu'a été fait le vol du siècle de sirop d'érable. Oh my god! Alors, assez de mise en contexte maintenant et de tangentes inutiles. C'est le temps de raconter le vol du siècle. Ah, c'était fascinant comme mise en contexte.
Oh my god, je suis Ben, tellement fallait prête, expliquer un petit peu comment la fédération fonctionne puis pourquoi il y a des gens qui sont pas contents, parce que justement, les gens qui ne sont pas contents sont responsables du vol du sirop d'érable. Ah, Angèle, moi Ah, Angèle. maudite. Non, Angèle avait rien à voir là-dedans, mais c'est d'autres Oh. personnes qu'on va rencontrer très bientôt. Alors, imaginez-vous l'été 2012. Pour les feux universitaires comme moi, c'est l'été de la grève étudiante. Yeah! Oui. Mais pour l'industrie du sirop d'érable, c'est l'été de l'ultime catastrophe. Oh no! Michel Gauvreau travaillait pour la Fédération des producteurs acéricoles du Québec à ce moment-là. Et le 24 août 2012, il s'en va à Saint-Louis de Blandford pour faire l'inventaire du sirop d'érable de la saison. Un sirop, deux sirops. Mais c'est vraiment ça. Pour faire l'inventaire, il doit compter à la mitaine. Oh boy. Oh, pour vrai. Et le sirop d'érable, voyez-vous, une fois qu'il est transformé en sirop, tu sais, puis envoyé à la Fédération, il est entreposé dans des gros barils blancs en plastique. Tu sais, comme des barils pour mettre les déchets radioactifs, là. Ok, c'est ça. Avec des gros barils comme ça. Et c'est des gros barils blancs qui sont tous empilés dans l'entrepôt à... ici, on est à Saint-Louis de Blandford, c'est là que ça se passe? Oui, à Saint-Louis de Blandford. Et ils sont empilés les uns sur les autres, partout dans l'entrepôt. Alors, notre sympathique ami Michel Gauvreau, il arrive pour faire son inventaire, et c'est vraiment comme 1 baril, 2 barils, 3 barils, 4 barils. C'est vraiment ça. Okay? Et pour compter les barils, ben, il doit monter sur les barils, tu sais, parce que c'est empilé, tu sais, fait qu'il monte. Oh my god. Puis là, à un moment donné, en grimpant sur un non. baril pour voir s'il y a d'autres barils en arrière, le baril qui est sous lui, il cède à son poids. Oh non! Il shift sur le côté, puis Michel avait mangé trop de sirop. Michel Gauvreau passe proche de tomber. Mais là, l'affaire, Il va c'est se que... nailler dans le sirop. C'est exactement, il va y avoir un spill comme l'usine de mélasse à Boston. Oh non! Oh my Non. god. Il y aura pas ça. OK. Mais là, c'est ça. Un baril de sirop d'érable qui tangue sous son poids, c'est un peu anormal. Parce que, ben, un baril de sirop d'érable, lorsque c'est plein, ça pèse en moyenne 600 livres. Oh Seigneur. C'est lourd du sirop d'érable. Ouais, je pense pas que Michel, il pesait plus que ça, là. Non, pas pantoute. Puis là, il était pas content d'être fat-shamé par le baril. Fait que là, il enlève le bouchon sur le baril, puis il regarde à l'intérieur. Et le baril, il est vide. Oh non! I drink your sirop d'érable. D'abord, Michel, il se dit que ça doit être une erreur, tu sais, une anomalie. Il y a quelqu'un qui a chipé un baril vide. Bon, ouais, C'est un bizarre, raton ça. laveur. C'est un raton laveur qui est rentré puis qui l'a tout bu avec une petite peur. Fait que là, il commence à checker les autres barils autour, puis il réalise que c'est pas une anomalie, il y a plein de gallons vides dans la réserve. Ben voyons donc. Et il y en a d'autres qui avaient été remplis avec de l'eau à la place du sirop, mais l'eau puis le sirop, ça a pas le même poids. Ben oui, Non mettez plus. de la confiture, gang de crapets. Ah non, c'est très décrapé. Alors, il réalise que ce n'est pas une anomalie, mais bien quelque chose qui a été planifié et délibéré, comme quelque chose qui a été réalisé par des criminels qui auraient tenté de couvrir leurs traces. Mais là, ça veut dire que quand les barils ont été livrés, il y a personne qui les a levés. On va y venir. Oh, ok. Oh. Ok, alors aussitôt, la Sûreté du Québec est appelée. Tududou, j'aime ça, la Sûreté du Québec. Alors, pour la SQ... Police! Les crêpes Alors, sont sèches! la police s'en va à Saint-Louis de Blandford. Et là, pour la SQ, c'est un crime qui est hautement inhabituel. Parce que, ben, eux autres, d'habitude, quand ils font l'évaluation des scènes de crime, il y a des cadavres, il y a du sang, il y a de la violence. Mais ici, il y a rien. Il y a pas de... Ils savent pas exactement par où commencer pour trouver des pièces à conviction parce qu'il y a rien. Il y a rien, puis c'est ça le problème. Mais c'est ça, c'est comme, il y a rien, mais je veux dire, il y a pas comme quelqu'un qui a renversé un baril, puis là, tu vois des traces de souliers dans du sirop d'érable, tu sais. Ils savent pas exactement par où commencer pour ramasser des preuves. Une personne coincée dans le cadre de porte. C'est ça, tout collé sur moi. Fait que là, tu sais, c'est un vol un petit peu inhabituel, une scène de crime inhabituelle pour eux, et à la limite, on pourrait même dire qu'il y a pas de victimes. Mais en fait, nous sommes tous et toutes des victimes de ce crime atroce qui nous prive de notre beau sirop. Qu'est-ce que je vais mettre sur mes crêpes dans mon café puis dans mon bain, hein? Ouais. Avec quoi qu'on va faire du sortilège? Ouais. Hein? Puis ma poutine, puis mes œufs. Ouais. Tu sais, là, à cabane à sucre, quand tu mets du sirop d'érable sur tout, puis tu passes 3 jours à regretter ton existence. Puis mes chicken and waffles, là, qu'est-ce que tu vas mettre là-dessus? Hein? Qu'est-ce que hein? Tu vas me dire que je dois les manger de même? Hein? Tu me prends pour qui? Hein? Tu vas me dire de prendre du Aunt Jemima? Non! Pas du tout. C'est ça qu'il dirait le gars du Vanity Fair. Je veux pas qu'on me reprenne mon passeport de Canadienne. Alors, la SQ, c'est ça, ne sait pas trop par où commencer pour élucider ce crime sordide, parce que, tu sais, il y a pas de GPS sur les gallons de sirop d'érable. Tu sais, fait que c'est difficile de les retrouver. Mais surtout parce que le sirop d'érable, ça se consomme. Ça veut dire que le sirop manquant a peut-être déjà été mangé par du monde. Oui. C'est ce qui va rendre ça encore plus difficile à élucider, tu sais. Mais là, les barils, ils sont pas identifiés de quelle érablière ils viennent? Oui. Ah ah! Attends.
Oh, ok. Just wait for it. Tout est planifié dans cette histoire. Je mets la charrue en avant des bœufs, je m'excuse. C'est correct. Ok, donc avant de retrouver le sirop, il faut savoir combien il en manque, bien sûr. Alors, pendant les 2 premières semaines, la job de la police, c'est simplement d'évaluer quels barils sont pleins et quels barils sont vides. Il est plein, il est vide. Il est plein, il est vide. Lui, on met de côté, il est plein. Lui, il y a plein d'eau, on le met de côté. Fait que l'enquête est menée par Luc Briand. Et à la fin de l'évaluation menée par M. Briand, on s'aperçoit qu'environ 9560 barils ont été volés. Pour un total d'environ 540 000 gallons de sirop, la quantité. Un très gros brunch. Un très gros brunch. Et tout ça, ça constitue 12,5% de la réserve de la FPAQ. Oh, ok. Yes. La valeur marchande se situerait entre 13 et 18 millions de piastres dorés, dépendamment des sources. Oh my god. Je sais. Wow. Alors, il paraîtrait que c'est un des plus grands vols agriculturaux du monde et le plus gros vol de l'histoire le plus gros vol de biens de l'histoire du Québec. Ouais. On y et là, dès que l'histoire est rendue publique, justement, on niaise parce que les médias trouvent ça ben drôle. Surtout comme les médias du ROC. Ouais, non, comme toi, mais tu sais, surtout les médias anglophones, les médias du Rest of Canada qui sont comme d'accord. Et les gens rient beaucoup de la situation. Et comme a dit une journaliste du Global News qui a été interviewée dans l'épisode de Dirty Money, tu sais, les gens auraient compris si ça avait été 18 millions de dollars de vol de cocaïne, tu sais, ou de drogue. Mais du sirop, ben les gens trouvent ça ben drôle et ben niaiseux. Sauf que c'est pas drôle, c'est beaucoup, et c'est beaucoup d'argent. Fait que la Fédération trouve pas ça drôle, pantoute. Auriez-vous vu une gang d'enfants un petit peu trop hype? Oui, c'est ça! On a bu beaucoup de sirop! Ok, mais c'est ça, c'est pas drôle parce que c'est beaucoup d'argent et la Fédération est pas contente. No. Alors, faut trouver les coupables. On va aller cogner chez Angèle! D'emblée, la police a une théorie, ça doit être un inside job. Angèle, montre-moi ta piscine! Yes, montre-moi ta piscine! Es-tu pleine de sirop? Fait que la police n'a pas nécessairement l'impression que c'est quelqu'un de la Fédération qui a fait ça, mais ça pourrait être, par exemple, un manufacturier... Attends, je vais bien dire ça. C'est tout un mot. Manufacturier. Manufacturier, ok, on commence. Pas nécessairement quelqu'un de la FPAQ ou un manufacturier de sirop d'érable, mais plutôt quelqu'un d'autre qui louerait un espace de rangement sur le même terrain, quelqu'un qui aurait accès à l'entrepôt. Ça, c'est quelqu'un qui aurait des clés, une carte d'employé et une raison de se trouver sur place sans être questionné. Oh. Yes. Le contrôle de la FPAQ sur l'industrie du sirop d'érable établissait d'ores et déjà un motif pour le crime, l'argent, tu sais, on s'en doutait. On l'a dit, le sirop d'érable, ça a une énorme valeur marchande, et ben sur le marché noir, c'est encore pire. Oh my god! Wow. Pour aller avec cette théorie, la police a 3 suspects potentiels en tête. Ce sont 3 personnes qui ont des relations houleuses avec la FPAQ. Angèle, Yogi l'ours. Et Anne Jemima, non. Oui. C'est un premier monsieur qui s'appelle Avric Caron. Le maudit. Un autre qui s'appelle Richard Vallière. Un autre maudit. Et finalement, Étienne Saint-Pierre. Un troisième maudit. Ok, alors Avric Caron, le premier suspect potentiel... Angèle a même pas fait la liste? Non, même pas. Je sais, même pas. Alors, Avric Caron, le premier suspect de la SQ, est un des propriétaires de l'entrepôt où était entreposé le sirop d'érable. Ok. Ah non, son nom c'est Avic, c'est pas Avric. Excusez. Voyez-vous, Avric Caron. Ben j'ai jamais entendu ce nom-là. Non plus. A-V-I-K. Avic. Donc, Avic a déjà un dossier judiciaire. Il y a déjà un dossier criminel. Il a été trouvé coupable de fraude par une compagnie d'assurance pour avoir orchestré le vol d'une voiture pour récupérer l'argent des assurances. Fait que là, il y a déjà un dossier criminel, puis il est un des propriétaires de l'entrepôt, fait que c'est un très bon suspect. Deuxième suspect, Richard Vallière. Ok, Richard Vallière est un des plus grands dealers de surplus de sirop d'érable. Ben non, en plus d'être le père de Vincent Vallière... Non, je dis des niaiseries. Hey, voyez-vous, là, il paraît que lorsque la Fédération a un surplus, elle refile des gallons à ce qu'on appelle des barrel rollers, entre guillemets, qui vont aller revendre le sirop sur le marché noir. Donc la Fédération... des gens qui courent sur des barils, là, comme dans Donkey Kong. C'est quasiment ça, ils sauvent avec, tu sais. Fait que la Fédération fait affaire parfois avec des revendeurs du marché noir quand ils ont des trop gros surplus puis sont plus en mesure de les entreposer. Hey, j'ai hâte à la version canadienne de Ozark. Hey, ça va être intéressant. Alors, puisque Richard Vallière est un des plus grands dealers de marché noir de sirop d'érable, il devient un des suspects. La police n'a pas de preuves pour prouver son implication, mais ça va venir. Oh! Et le troisième suspect... Sur toi.
Le troisième suspect s'appelle Étienne Saint-Pierre. Étienne Saint-Pierre est un producteur de sirop d'érable qui vient du Nouveau-Brunswick. Oh. Et il vient du NB, du Nouveau-Brunswick, qui n'a pas l'air d'avoir des réglementations quant à la production de sirop d'érable. Alors lui, il est un producteur qui est accrédité par Ottawa, par l'Ontario, oui. Et Ottawa et l'Ontario, c'est un marché libre de sirop d'érable. Alors, la production de Saint-Pierre, elle n'est pas soumise aux règles de la FPAQ, mais la vérité, c'est que Monsieur Saint-Pierre est, même s'il est sur le marché légal et le free market du sirop d'érable, il est beaucoup plus impliqué avec le marché noir que ce qu'on pourrait croire. Ben voyons donc, il joue sur 2 pianos, il est pas dans le... Il joue sur 2 pianos, voyez-vous, parce qu'il est un revendeur de sirop d'érable, il vend aux États-Unis et à l'Europe. Oui. Oh, alors, non. lui, il produit du sirop d'érable qui est distribué sur le free market du reste du Canada, et aussi, il vend, en dessous de la table, dans le marché noir du sirop d'érable, du sirop aux États-Unis et aux Europes. Les Europes. Pas d'allure. Alors, pour revendre, il achète aussi des barils à des producteurs québécois qui veulent outrepasser les règles de la FPAQ. Yes! C'est un petit peu un tout croche, et la FPAQ a l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans, puisqu'il a des contacts. Avec Angèle. Alors, environ... Avec Angèle, oui, pour vrai. On va en reparler à la fin. Alors, environ 200 témoins sont passés en revue, et plus de 40 mandats de perquisition sont lancés pour perquisitionner plein de choses, dont saisir du sirop d'érable. Et en plus de ça, une équipe de forensic passe à travers l'entrepôt pour trouver des preuves incriminantes. Et là, ils en trouvent. Des cheveux pis de la salive. Mais ils savent pas quoi chercher au début, mais finalement, ils finissent par en trouver. Parce que, voyez-vous, d'habitude, les barils de sirop d'érable, qui sont des barils blancs, sont transportés avec des lifts qui ont des pinces et de la mousse pour ne pas laisser de traces sur les barils. Fait qu'il y a comme une pince en haut puis en bas pour tenir le baril, puis comme une espèce de sangle autour qui est comme en tissu pour pas laisser de marques sur les barils, parce que les barils sont blancs. Mais là, les barils qui avaient été vidés portaient des traces sur le côté et en dessous, comme quoi ils auraient été transportés avec un équipement différent. Oh! Ouais! La police, le forensic, réussissent à établir que les barils ont été transportés avec un forklift. Ils réussissent à identifier quel modèle de forklift. Puis là, à partir de là, ils sont partis. Ah non, c'est ça. À partir de là, ils sont partis pour la gloire parce que, tu sais, on va se le dire, c'est rare dans la vie que quelqu'un possède un forklift pour le fun de posséder un forklift. J'avoue que j'en ai pas. J'en voudrais un, mais j'en ai pas. J'en voudrais un, ce serait beau. Ça serait donc pratique. Ce serait très pratique. Pour aller chercher les choses dans mes armoires du haut. Mais d'habitude, les forklifts et la machinerie lourde comme ça, c'est loué de grosses compagnies à des particuliers. Chez Loutech! Oui, pour vrai. Attends, est-ce que je l'ai? Non, j'ai pas la compagnie, mais c'est peut-être même Loutech, pour vrai. Alors, la police, la SQ commence à faire le tour des compagnies qui louent des forklifts, et éventuellement... Et des straps à frigidaire. Et des straps à frigidaire pour transporter des barils. Et éventuellement, ils trouvent l'endroit où le forklift avait été loué, le forklift qui a été utilisé pour voler les barils de sirop d'érable. Et l'affaire, c'est que la personne qui avait loué le forklift avait laissé son vrai nom. Mais non! Cet homme était Sébastien Jutras. Sébastien Jutras est un chauffeur de camion. Il est convoqué par la police et il admet à la police qu'il a transporté du sirop d'érable. Oui, c'est vrai, il a transporté du sirop d'érable, mais il n'était pas au courant qu'il s'agissait du sirop volé, tu sais. Moi, je pensais que c'était du sirop legit. Et là, en questionnant Sébastien Jutras, la police arrive à faire des liens entre les suspects potentiels qu'ils avaient, puisque Sébastien Jutras leur révèle qu'Avik Caron lui a demandé de transporter du sirop d'érable dans son camion jusqu'à Richard Vallière. Oh my god! Ils étaient in cahoots! Ils étaient in cahoots pour vrai, ces deux méchants-là qui avaient déjà été ciblés par la SQ. Alors, Sébastien Jutras admet qu'il faisait la liaison entre Caron et Vallière, et voilà, we've gone full circle, puis on a fait le lien entre les différents suspects. Une journée très productive pour la SQ. Très productive. Avik Caron est, comme nous l'avons déjà mentionné, un des propriétaires de l'entrepôt, et c'est l'entrepôt où est située une partie de la réserve de la FPAQ. Puisqu'on s'entend que c'est comme 540 000 gallons de sirop d'érable. Il y a plusieurs endroits où ils font storer la réserve nationale de la FPAQ. Puis un de ces endroits-là, c'est dans un entrepôt dont Avik Caron est un des propriétaires. Caron possédait l'entrepôt avant que la Fédération vienne lui demander d'en louer une partie pour entreposer des barils. Et lorsqu'il a vu tous les barils, Avik Caron, qui n'était pas tweet, a compris qu'il venait de remporter le gros lot et qu'il y avait beaucoup d'argent à faire avec le recel de sirop. Je l'imagine, genre, ouvrir la porte, puis il y a comme la voix, genre... C'est vraiment ça.
Mais là, le seul problème, c'est que avec Caron, c'est un gars d'entrepôt qui avait déjà, il me semble, travaillé en construction aussi, et que il connaissait pas ça, le milieu du sirop d'érable. Lui, ça lui prenait un gars de sirop. Un gars de sirop! Alors, il a demandé à Sébastien Jutras, notre sympathique conducteur de forklift, qui est un camionneur dans ce temps-là, s'il connaissait des gens qui travaillent dans le milieu du sirop d'érable, et s'il pouvait le mettre en contact avec quelqu'un qui dabbled in the arts of the black market. Ho, ho, ho. In the black arts. Et c'est à ce moment-là que Sébastien Jutras lui présente Richard Vallière, le dealer de marché noir de sirop d'érable. Qui se slick les cheveux par en arrière avec du sirop d'érable. Yes! Yeah! Alors, Caron et Vallière se rencontrent au Madrid, sur le bord de la Vin. Oui, pour vrai! Et c'est... Parce qu'il y a le Normand d'amour en arrière qui était comme la poignée de porte, la poignée de porte. Exactement. Puis il était comme hey, on essaie de faire un deal de tout croche. Et ben, ils réussissent à faire leur deal de tout croche et les barils commencent à être transportés. Donc, ils sont pris de l'entrepôt. On leur appose une étiquette de la fédération pour que tout ait l'air legit. Tu me demandais s'ils étaient identifiés. Oui, ils sont identifiés. Fait qu'ils font... ils contrefont des étiquettes pour mettre sur les barils. Et ils sont mis dans un camion, transportés à un autre entrepôt. Et là-bas, le contenu des barils de la fédération est transféré dans un autre contenant. Les barils sont retournés dans le camion ou remplis d'eau. Ouais. L'autre entrepôt du marché noir était apparemment sur le bord d'une rivière et donc les barils qui avaient été remplis d'eau avaient été remplis à même la rivière. Oh. Puis là, par la suite, ben, tu sais, les barils sont séchés, bien sûr. Là, on leur met l'étiquette de la fédération pour pas que ça paraisse. On les retourne à l'entrepôt, puis on les remet où est-ce qu'ils étaient, puis voilà. C'est un super bon vol, ben oui! Et il avait même pensé à porter un pitoche pour faire des étiquettes. Pip, pip, pip. C'est exactement ça. Fait que là, après ça, tout le sirop d'érable qui a été volé à la fédération, il est livré par Richard Vallière et ses hommes à Étienne Saint-Pierre, le gars du Nouveau-Brunswick, qui a des contacts un petit peu partout, aux États-Unis et même au Japon. Wow! OK! Tout ça se passe pendant l'année 2011-2012. Fait que j'imagine au moment où les barils commencent à être comme répertoriés, tu sais. Fait que après la saison 2011 puis après la saison 2012, parce que c'est à l'été 2012 que le vol est constaté. Oh my god! Et là, au début, tout est bien belle fun, et ça se passe très très bien. Et Richard Vallière, lui, il connaissait le marché noir, ça le stresse pas pantoute, mais l'affaire, c'est que, avec Caron, apparemment, lui, il connaît pas le marché noir, mais il connaît la mafia. Oh! Et quand Richard Vallière comprend ça, il s'aperçoit qu'il s'est peut-être aventuré sur un terrain un petit peu trop dangereux pour lui, en eau trouble, en d'autres mots, et Vallière dit qu'à un moment donné, avec Caron, lui fait ouvertement des menaces. Oh non. Comme quoi, tu peux pas arrêter notre deal de sirop d'érable parce que on sait où est-ce que t'habites. Puis il va peut-être t'arriver une petite bad luck. Tu peux pas arrêter le sirop. Quand le sirop coule, ça ne s'arrête plus et ça colle. Et ça colle partout et ça emporte tout le monde sur son passage. Mais c'est ça. Il y a des échanges, une fois qu'ils sont arrêtés, tous ces hommes-là, tous leurs échanges, comme de messages textes, toutes ces affaires-là sont examinés par la police. Et ben, on voit qu'à un moment donné, Richard Vallière commence à être ben stressé. Puis à demander à Caron que, ok, j'ai peur que les inspecteurs de la Fédération s'en rendent compte, on devrait peut-être ralentir, on devrait arrêter le deal. Puis Caron, il dit, arrête de t'inquiéter, ça va bien aller, on continue comme qu'on disait. Puis après ça, une fois qu'il est questionné par la police, Vallière, il dit qu'il avait reçu des menaces et de l'intimidation de la part de Caron, puis c'est une des raisons pour lesquelles il avait continué. Oh my god. Alors, lorsque la police finit par retracer Sébastien Jutras, le camionneur, à cause de la location de forklift, c'est Jutras qui leur fournit les preuves et les témoignages dont ils ont besoin pour pouvoir arrêter Richard Vallière, avec Caron et Étienne Saint-Pierre. Jutras accepte de collaborer avec la police pour aider, pour avoir une peine réduite. Ouais. Bien sûr. Oui. Alors, il leur révèle que c'est lui qui faisait la liaison entre tous eux et il leur donne beaucoup de preuves incriminantes, dont le fait que Étienne Saint-Pierre était rattaché à l'histoire parce que c'était une théorie, mais il y a beaucoup de revendeurs de sirop d'érable, tu sais, justement, dont Richard Vallière et Étienne Saint-Pierre font partie. Fait que ça aurait pu être difficile de cibler l'implication de Saint-Pierre sans les témoignages de Sébastien Jutras. Alors, la police se rend au Nouveau-Brunswick et saisit le sirop d'érable de Saint-Pierre en espèce de restitution pour le vol. Et, ben, tu sais, c'est difficile de prouver que le sirop provient d'une place ou d'une autre, mais, ben, des galons sont quand même saisis, tu sais, des barils sont saisis chez Étienne Saint-Pierre au Nouveau-Brunswick puis rapatriés à la Fédération pour remplir les coffres de la Fédération. Voilà, fait que ça, c'est la partie restitution. Ensuite, il y a les poursuites judiciaires. Donc, Caron, Vallière et Saint-Pierre ont un procès devant jury. Et au terme du procès, les trois sont... Est-ce que tu veux deviner? J'aime ça te faire deviner. Oh! Est-ce qu'ils ont été trouvés coupables, innocentés?
Moi, je dis coupable parce que le chauffeur de camion, il les a pas mal pitchés en avant du train, je veux dire. C'était pas vraiment un bon collaborateur, là. Il a juste fait comme « Oui, j'avoue, c'est moi, je m'excuse, j'ai loué les straps à frigidaire, pis c'est toutes les autres sont toutes là, voici les messages textes, ok, bye! » Mais en même temps, l'affaire, c'est que justement, Jutra, il avait une super bonne explication parce qu'il dit que, et c'est ça qu'il a continué à dire, là, avec persistance, là, il disait qu'il était pas au courant que c'était de la marchandise volée. Puis ça existe que la Fédération fasse affaire avec Richard Vallière. Il aurait pu transporter du sirop d'érable qui était donné au marché noir de manière legit, puis lui, sa défense a toujours été qu'il était pas au courant, puis l'affaire, c'est qu'il y a aucune manière de prouver que c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Alors, oui, ils sont reconnus coupables. Avec Caron est condamné à 6 ans de prison et a redonné 1,7 million de dollars à la Fédération. Ouf. Richard Vallière est condamné à 8 ans de prison et à rendre 10 millions à la Fédération. Et Étienne Saint-Pierre, qui est le plus âgé des trois, il a à peu près 70 ans, 75 ans à ce moment-là, il est beaucoup plus vieux. C'est drôle, un nom comme Étienne, dans ma tête, c'est comme une jeune personne, mais... Ouais, je sais, mais non. Donc, Étienne Saint-Pierre, qui est le plus âgé des trois, n'est pas condamné à une peine de prison parce qu'il est plus vieux, mais plutôt à une assignation à domicile pendant 2 ans et à remettre, j'ai mis 1,03 d'amende. Fait que j'imagine que c'est 1,03 million. Une pièce d'amende! Une pièce d'amende! Et là, c'est ça, au terme du documentaire, Angèle Grenier, tu sais, notre sympathique Angèle, elle décrit à quel point c'est triste pour Étienne Saint-Pierre, parce que Étienne Saint-Pierre, c'est un de ses amis, puis elle dit que c'est un honnête homme qui voulait juste se faire une belle retraite. Mais madame, c'est parce qu'il vendait de la marchandise volée. Oui. Je veux dire, il pourrait se faire une belle retraite en vendant son sirop de façon legit, puis... Parce qu'il a accès au marché libre! Ouais, il a accès au marché libre du Canada, là, il fait même pas partie de la... T'as pas rapport, Angèle, là, comme... Angèle, non, je m'excuse, mais comme je te trouve moins chill. Ouais, mon capital de sympathie envers Angèle puis les rebelles de la Fédération, là, à partir de ce moment-là, c'était comme, bah, tu sais, c'était comme... Mais c'était un célèbre voleur de banque, puis là, on y prend tout l'argent qu'il avait volé, puis c'est comme, oh, c'est donc dommage, sa retraite. Mais il vendait de la marchandise volée! Hey, c'est comme si t'avais de la peine pour Vincent Lacroix. Genre, pauvre c'est un peu comme ça, ouais. Sa retraite, il a scrappé la retraite de genre 9200 personnes, là, comme... Mais c'est pas important, ça. Donc, comme Vincent Lacroix, il avait travaillé fort, hein, c'était un honnête homme. Ouais, il avait travaillé fort, là. Il allait souvent chez Paris, là, pis il était comme, je suis fatigué, ça me le tente pas, mais je vais y aller pareil, je vais faire un effort. Petit chiffre de crosse. Je vais faire des chiffres de crosse. Passe-moi la vie, non? Alors, voilà. Donc, 6 ans de prison, 8 ans de prison et beaucoup d'amendes à payer. C'est la fin de l'histoire du vol de sirop d'érable. Mais là, ils ont dû faire faillite à payer ces amendes-là. Honnêtement, j'ai pas eu de détails là-dessus. OK. Mais tout ce que je sais, c'est qu'au terme de l'histoire, il y a eu une 20aine de condamnations, parce qu'ils avaient bien sûr beaucoup de collaborateurs. Ouais, il était pas tout seul, il était pas juste 3, là, tu sais. OK. C'est pas Vallière qui conduisait le camion, c'est pas Sébastien Jutra qui conduisait le camion pour aller jusqu'au Nouveau-Brunswick. Il y avait des collaborateurs, des gens qui étaient au courant. Donc il y a eu une 20aine de condamnations dans l'histoire du vol de sirop d'érable, et une partie de la marchandise a réussi à être restituée, mais pas toute, d'où l'amende exorbitante à Richard Vallière, c'est qu'il doit donner 10 millions de dollars pour pallier au vol. Pour les pertes. Et là, pour conclure, comme promis, j'aimerais vous parler de l'article du Vanity Fair que j'ai lu pour me renseigner sur le cas. Oui, vas-y, okay. Roast le Québec. OK. En 2016, un journaliste du nom de Rich Cohen a écrit un article sur le Maple syrup heist pour le magazine Vanity Fair. Tu t'appelles Rich Cohen. Ouais. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, à mon humble avis, c'est le fun qu'ils veulent parler de nous, mais à mon humble avis, ce n'est pas un très bon article. D'abord, parce que tous les chiffres... Pas tout. La plupart des chiffres qui étaient mentionnés dans l'article étaient fautifs. Rich, come on. OK, fait qu'on va faire des maths ensemble. Ça, c'est le bout que... C'est à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à calculer un peu ce qu'il disait dans l'article, j'étais comme, OK, ça n'a pas tant de sens, c'est peut-être pas tant du bon journalisme. L'article indique que la réserve de sirop d'érable contient en moyenne 5,5 millions de gallons de sirop. OK. Là, après ça, on dit que on a volé, pendant le Maple syrup heist, 540 000 gallons de sirop. Ce qui équivaut à 12,5% de la réserve. OK? Mais 540 000, 12%, si c'est 12% de la réserve serait de 4,3 millions, pas 7,5 millions. C'est une maudite grosse différence. Quand même, oui. C'est qui a fait tes chiffres? Éric Asselin? Je pense que oui, parce que le 540 000 gallons, ça c'est confirmé par d'autres articles, par l'épisode de Dirty Money. L'affaire de 7,5 millions de capacité de la réserve, là, parce qu'il disait pas que c'était la capacité maximale, il disait que c'était la quantité moyenne de sirop dans la réserve in any given year, là, dans une année courante. Là. Mais c'était pas vrai partout, parce que 540 000, ça fait, c'est 12,5 de 4,32 millions, c'est pas de 7,5 millions.
Fait que ces chiffres ont pas d'allure pantoute. Fait que ça, c'est la première raison pour laquelle je fais pas confiance à Rich Cohen. Et la deuxième, c'est parce que il était terrible et il faisait des jugements douteux à l'égard des Canadiens. OK? Alors, j'ai des citations que je vais vous lire sans contexte. Êtes-vous prêts? Je vais avec mon meilleur accent. Je suis prête. Citation 1. The French province produces 72% of the world's supply. But if the Americans ever were to push to self-sufficiency, French Canada is cooked. Fait que lui, il disait que dans l'État de New York, il y avait plus d'érables que dans toute la province du Québec au complet. Et que si il commençait à essayer de compétitionner avec le marché du sirop d'érable, OK, on était fait. Je suis comme, OK. Mais moi, je suis pas sûre de celle-là, parce que, anyway, vous êtes en pandémie pas mal intense, fait qu'on veut pas de vos cochonneries. Ben non, c'est ça. Mais en tout cas, moi, je trouvais que c'était un peu petty, là. C'était comme, OK, vous avez du succès, mais nous autres, si on essayait, on pourrait en avoir bien plus que vous. Ouais, tu sais, Michael Phelps, il a de l'air vraiment bon, mais moi, si j'étais pour m'entraîner, là, tu sais, dans mon bain, moi, je pense que je le battrais, Michael Phelps. Ouais! Oui, c'est l'Olympien le plus médaillé de l'histoire, mais comme... ça change rien. C'est parce que j'y ai laissé une chance. Ouais. Non, mais avoue, c'est un peu petty, là. Je trouvais que c'est bizarre comme ça. C'est très petty, là. C'est comme... Non. Citation 2. Il fait une description du paysage du Québec, parce que lui est allé à la réserve de fédération pour interviewer des gens, tu sais. Oh. OK. Steeples, snowy roads, hills, old men in berets eating croissants at McDonald's. Quoi? La réserve de la fédération is reached via spotless highways where no one tailgates or cuts you off or honks in anger. It's just the polite double beep in Quebec, a state of play that seems connected to how most syrup producers have been content to leave the free market for the safety of a cartel. It's a better life, with less road rage, but also not as colorful, nor as interesting, and forget about the windfall and resulting spree. J'ai tellement de questions présentement. Ok, les messieurs avec les bérets pis les croissants chez McDo, ça m'a fait rire. Mais là, après drôle, ça, le petit jugement sur comme, au Canada, au Québec, on est trop poli, puis c'est pour ça qu'on accepte la sécurité d'un cartel de sirop d'érable. OK? Et c'est pas un cartel de sirop d'érable, c'est une fédération. Ben, Angèle Grenier aussi a dit que c'est un cartel, OK? Ah, si Angèle le dit, là, si Angèle le dit, c'est que c'est vrai. Fait que voilà, cette belle description sur qui est un petit 10 sur à quel point on est poli au Québec. Troisième citation. It's like all the other roads in Quebec, calm and predictable, without a single Camaro blasting Bon Jovi or a sticker of a cartoon man flipping you off while peeing. Mais voyons donc, c'est quoi ce 10-là? C'est des 10 sur comme les stéréotypes québécois. C'est le Vanity Fair, là, OK? C'est pas un petit journal de pauvres, là. Vous êtes tellement poche, vous écoutez pas du Bon Jovi. Ouais, mais excuse-moi, là, on en a des stickers, des bumper stickers de Calvin qui fait pipi, là, comme on en a au Québec aussi. J'en vois assez régulièrement, là, je sais pas où est-ce que t'avais mis tes yeux. Il y en a du monde qui aime ça Bon Jovi, je sais pas, en tout cas. Mes parents, ils aiment ça Bon Jovi, comme... Ouais. De quoi tu parles? Citation 4. Oh! The reserve is a monument to collective planning, to thousands of little guys each giving up a little freedom in return for security. Canadians call it a better life. Americans call it socialism. Oh my god! C'est... Ben voyons donc! J'ai pas fini, il m'en reste 3 autres. C'est qui a écrit cet article-là? Mitch McConnell? C'est vraiment quelque chose. Socialism, pis là t'as Angèle à côté qui est comme yeah, communisme! Franchement! C'est fou, là, c'est insane. Hey, non, mais ok. Avec ta condescendance, là, tu peux te la mettre où est-ce que je le pense, Monsieur America! Franchement! Ok, les 3 autres que j'ai sont vraiment excellentes aussi, là. Cet article-là, j'ai jamais autant pogné les nerfs en lisant un article, pis c'était très peu pertinent. Présentement, je suis worked up, là, je suis comme... Il y a quelqu'un qui se magasine une claque en arrière de la tête, là. C'était honnêtement très peu pertinent comparativement aux articles de Radio-Canada sur cette histoire-là, qui, eux autres, étaient vraiment pleins d'informations et pas de jugement. Et en fait, tout ce que ça faisait, c'est comparer comme le monopole du sirop d'érable avec les compagnies pétrolières, puis la réserve de pétrole et tout ça. C'était un petit peu étrange, pour vrai, c'était pas... OK, prochaine citation. In the post-apocalyptic world, as Mad Max runs the gauntlet for petrol, Canucks will be fighting over those last precious drops of genuine maple. Qu'est-ce que Mad Max vient faire là-dedans? Mad Max,
I know, mais Mad Max, c'est le pétrole, puis nous autres, c'est moins intéressant, c'est le sirop d'érable. S'il y a l'apocalypse, c'est pour le sirop d'érable qu'on va se battre. OK. La 6e citation, qui est quand même pas mal bonne, mais aussi un petit peu condescendante d'une manière un peu passive-agressive. OK, il parle de Richard Vallière, puis de sa condamnation. He could get 14 years in prison, but that's in Canadian, so I'm not exactly sure. Comme quoi, on a un système de justice de merde, puis qu'on n'est pas capable d'envoyer les gens en prison quand ils ont commis des crimes. Ou c'était genre un 10 sur notre argent. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. 14, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire 14, pis que les États-Unis ont aucune leçon à donner au Canada à propos du système judiciaire. Comme... Ben apparemment, ce gars-là, il pensait que oui. Land of the free, que plus que la moitié de votre population est en prison, là. Ouais, mais apparemment, nous autres, on n'est pas capable d'envoyer les gens en prison pour de vrai. Non, parce que nous, on croit à la réforme. Ok, puis là, la dernière, qui est la meilleure. J'ai gardé la meilleure pour la fin, tu sais. Oh my god, attends, là, je vais m'étirer, parce que là, je suis toute comme... Ok, c'est beau. Ok, je suis prête. Ils sont dans la réserve, là. We were looking at syrup. It's holy to French Canadians. They got whipped by the British and have had to live as a minority in their country, but they still retain the sweet essence of the New World. C'est quelque chose! C'est quelque chose, hein? Il y a vraiment quelqu'un qui veut un bon coup de batte de baseball en arrière de la tête, là. C'est vraiment quelque chose. Il est tellement condescendant. Mais puis, voyons donc! Je trouve ça le fun, là. Moi, je suis la première qui aime ça, rire des Québécois puis rire du ROC, puis je comprends tout ça, c'est super le fun. Mais là, c'est très insultant. Ça, c'est juste méchant. Je veux dire que rien du Québec, genre de comme on chiale toujours que la neige, puis comme ceinture fléchée, on parle en français, whatever. Comme, of course, c'est drôle, whatever, j'en ai rien à foutre. Mais comme, honnêtement, de dire comme, vous vivez comme une gang d'esclaves, whatever, comme, my god, je suis vraiment comme... Vous avez été whipped par les Anglais, pis là, on a whipped les Anglais! Puis là, votre seule fierté, c'est le sirop d'érable, puis si nous autres, les Américains, commençaient à en produire, vous seriez vraiment dans le chenoute. C'est hallucinant. Alors voilà, c'est là-dessus que je conclue mon cas. C'est tout. Je vous recommande chaudement l'article du Vanity Fair. Si vous avez le pogner nerf, c'est le fun. Sinon, l'épisode de Dirty Money. L'épisode de Dirty Money est vraiment intéressant, puis Angèle Grenier, elle en raconte bien des affaires bizarres, là. Pour ça vaut vraiment la peine. Et avec ce journaliste du Vanity Fair qui se prend pour un rapper qui diss le Québec. J'aurais des appels à faire, au public, à nos auditeurs et auditrices. Si vous êtes un rebelle acériculteur ou une rebelle acéricultrice, écrivez-nous à unpeudecrime@gmail.com pour nous parler de votre expérience. Et si vous êtes un vieux monsieur qui mange des croissants chez McDonald's en portant un béret, on aimerait aussi avoir de vos nouvelles parce que je doute que ça existe. Mais si vous existez, ben sachez que on vous aime, on aimerait ça être votre ami. Moi, je trouve que c'est très louable à l'âge de la retraite d'aller manger des croissants puis porter un béret. Pourquoi pas? Puis selon Angèle Grenier, c'est aussi très louable de vendre du sirop d'érable sur le marché noir aux Américains et aux Japonais pour financer ta retraite. Exactement. Selon Angèle, commettre des crimes pour ta retraite, c'est vraiment correct. C'est super correct. T'es un pirate. Et voilà, fait que merci beaucoup. C'était le grand vol de sirop d'érable. Donc, c'était 9000 quelques barils qui ont été volés, une partie qui a été restituée. Et là, depuis ce temps-là, on s'imagine que la Fédération a sûrement resserré ses mesures de sécurité pour éviter qu'une telle catastrophe arrive de nouveau. Mais c'était pas tant catastrophique anyway, puisque c'était 12% de la réserve et non pas comme 95% de la réserve qui a été pillée puis on l'a perdu pour toujours, tu sais. La réserve était quand même assez bien renflouée, hein? On a quand même eu du sirop d'érable cette année-là. On n'en a jamais manqué, puis dans le pire cas, on avait du sirop habitant, que moi je trouve goûte très bon, parce que je suis toute seule à aimer ça, apparemment, je pense que t'aimes pas ça. Mais c'est ça, moi j'aime bien ça, le sirop habitant. Voilà. Je pense que j'en ai jamais vraiment... Ça goûte le sucre! On dirait que dans ma tête, c'est comme manger ou bu. Je suis comme, on mange du sirop d'érable ou on boit du sirop d'érable? Glou, glou, glou. Ça dépend combien t'en mets dans ton café. La concentration de sirop d'érable. Parce que pour donner raison aux journalistes du Vanity Fair, on se lève le matin puis on chug du sirop d'érable, puis on se fait whip par une coupe d'anglais, puis on va manger des croissants au McDonald's. Et nous, on appelle ça a better life. Mais les Américains appellent ça le socialisme. Mais moi, je peux faire un C'était hallucinant. Oui. J'avoue que ne pas écouter du Bon Jovi, ça peut être ce qu'on appelle un better life. Il y a des meilleurs groupes des années 80, selon moi. Il y a des très bons groupes des années 80. Comme Poison. C'est le temps encore qu'on plug Poison, exactement.
Bret Michaels, on te salue. On te salue. On continue notre écoute de Rock of Love ici, tant qu'à être en pandémie, à avoir absolument rien à faire. On va regarder Bret Michaels et admirer ses cheveux, qui sont beaux comme le sirop d'érable. Alors, merci à tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode que j'ai trouvé vraiment fascinant. Mon Dieu, je savais pas que le sirop d'érable c'était... Je savais même pas que le sirop d'érable était important à ce point-là, fait que mange la chenoute, journaliste Vanity Fair. Et alors, chers auditoristes socialistes comme moi et Catherine, on va vous inviter à être des socialistes et si vous aimeriez partager du café avec nous en bon socialiste, oui! Écrivez-nous un peu de crime@gmail.com. Et sinon, vous, est-ce qu'il y aurait un autre code que vous aimeriez que Catherine et moi on dissèque pour votre bon plaisir? Faites-nous des recommandations. Encore une fois, écrivez-nous un peu de crime@gmail.com. On ne mord pas, on aime toujours vous lire. C'est vraiment super chouette quand vous nous écrivez en courriel ou sur les réseaux sociaux. Ça nous fait un plaisir absolument infini de vous lire. Ça nous réchauffe le cœur comme des crêpes avec du sirop d'érable dessus le matin. Et sinon, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook @unpeudecrime ou Instagram @unpeudecrime dans ton café. Vous pouvez voir nos visuels, aussi où est-ce qu'on poste des extraits juste avant que nos épisodes y sortent. Alors si jamais vous voulez avoir l'idée de quoi qu'on va parler cette semaine, et des fois essayer de deviner de quoi on va parler cette semaine, on s'amuse à faire des devinettes aussi. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine pour mettre encore une fois un peu de crime dans votre café. À la prochaine tout le monde, bye! Bye!